Merci de nous rejoindre. Vous êtes dans l'Africa Newsroom. Au sommaire de cette émission, début au Nigeria du procès de masse contre des membres de Boko Haram. Plus de 1000 membres présumés du groupe terroriste nigérian sont concernés. À suivre également dans cette émission, le gouvernement rwandais qui instaure une ligne budgétaire officielle pour les partis politiques. 11 partis pourraient en bénéficier. Dans la deuxième partie de cette émission, les difficultés de l'État du Zimbabwe à faire face à ses arriérés de paiement, des dettes de près de 2 milliards de dollars à des créanciers extérieurs. Et dans notre zoom culture et société, nous verrons l'engouement autour du marché du livre d'occasion, illustration au Cameroun. Une actualité très riche, vous l'aurez compris, messieurs. Et pour en débattre, justement, l'écrivain Raphaël Elono, bienvenue. Merci madame, bonsoir et je vous remercie encore de m'avoir invité. Je vous en prie. Et sur ce plateau également, Jean-François Akandikombe, notre éditorialiste. Bienvenue Jean-François. Bonsoir Zara, bonsoir à toutes et à tous et ravi d'être avec Raphaël, découvrant des affinités. Commençons par l'actualité politique. Et c'est un procès de masse qui est attendu dès le mois d'octobre au Nigeria. Procès contre 1600 membres présumés du groupe terroriste Boko Haram, détenus dans des camps militaires. L'annonce a été faite ce dimanche par le ministre de la Justice, Aboubakar Malami. Jean-François, c'est un procès qui s'annonce plus que délicat. On sait que la justice doit composer avec des enquêtes insuffisantes, sans disposer de preuves médico-légales. À la lumière de la situation, est-ce qu'on s'attend à un procès qui sera un véritable défi pour la justice du Nigeria? C'est un défi d'abord par le nombre, Zara. Il y a plus de 1600, je crois qu'il y a 1600 accusés. C'est déjà un défi par le nombre. Ensuite, c'est toujours un défi dans n'importe quel pays que de parvenir à satisfaire les exigences d'un procès équitable. Et là, ce que vous évoquez, c'est-à-dire des enquêtes qui, dans un certain nombre de cas, n'ont pas pu aboutir dans de bonnes conditions ou des éléments de preuve qu'on n'a pas, ce sont des éléments qui ne jettent pas nécessairement l'opprobre sur le procès, parce que vous savez, nous sommes en matière pénale, et en matière pénale, on dit que le doute profite à l'accusé. Donc, d'une certaine manière, ce sont les accusés, membres de Boko Haram, sur lesquels, si on n'arrive pas à faire la preuve des crimes qu'ils ont commis, pourraient se retrouver libérés. Mais moi, ce que j'en retiens surtout, même indépendamment, il faut oublier le nom Boko Haram, voilà des personnes qui sont accusées d'avoir commis des forfaits qui sont graves. Tuer, brûler des villages, violer. Il y a plus de 20 000 morts, je crois, dans les statistiques de Boko Haram, et puis plus d'1 million, plus de 2 millions, je crois, de personnes déplacées. Et c'est quand même un procès important. Dans un certain nombre de pays d'Afrique, on a des personnes qui commettent les mêmes crimes, mais qui ne sont jamais traduits devant la justice, voire qui sont même récompensés. On nous dit que c'est le programme DDR, démobilisation, réinsertion. Pourtant, ils ont tué, ils ont brûlé des villages, ils ont massacré, ils ont violé, ils ont torturé. Et je trouve que de ce point de vue-là, c'est quand même un procès exemplaire en Afrique. Le tout maintenant, c'est que dans les deux cas que j'ai cités tout à l'heure, il y a des qualifications différentes. Boko Haram, on a ce procès parce qu'on considère que ce sont des terroristes. Ailleurs, on considère que ce sont des combattants de je ne sais pas quelle cause. Mais moi, ce que j'en retiens, pour l'instant, c'est que c'est un signal intéressant. Il reste à voir maintenant comment le procès va se dérouler. Je souhaite que ce procès se déroule dans de bonnes conditions. On va y venir dans un instant, mais on va revenir un petit moment sur les difficultés que rencontre justement la justice nigériane. Et on va écouter l'analyse du journaliste Carlos Amevor qui se trouve actuellement dans la région. Le procès des combattants de Boko Haram est prévu pour démarrer effectivement le 9 octobre prochain. Avant que ça a pris beaucoup de retard. Mais à partir du moment où le gouvernement a annoncé officiellement qu'il va ouvrir le procès des présumés, nous faisons croire qu'il a réuni certaines preuves pour présenter à la justice. Les raisons pour le retard de ce procès ont été catégorisées en 2 points, à savoir entre autres
qu'il n'y avait pas suffisamment d'enquêtes. Les enquêtes n'ont pas été suffisantes pour présenter les présumés devant la justice. Et les deux, il y a des problèmes de logistique. Nous prenons ces deux principales raisons. Le lieu où les détenus se trouvent actuellement, c'est très délicat. Les détenus sont logés dans des prisons militaires. Or, pour que les avocats se déplacent pour aller vers cet endroit, c'est très difficile. Il faut beaucoup de formalités. Donc, ce qui n'a pas facilité la tâche aux civils, aux avocats civils, ou ceux que le gouvernement a commis pour aller vers ces détenus-là, il leur a rendu la tâche très facile. Donc, maintenant que le gouvernement est prêt à ouvrir les questions, espérons que d'ici là, les choses seront claires, que le Nigeria doit revenir à la norme pour que les détenus puissent avoir un procès équitable. Alors, Monsieur Eleno, quelle crédibilité face à ce manque de preuves? Est-ce qu'il n'y a pas un risque de dérive de la part de la justice dans ces procès qui s'apprêtent à s'ouvrir? Vous savez, madame, aucune justice dans ce monde n'est parfaite. Toutes les justices rendues ont toujours quelque chose à se reprocher. Avec la secte Boko Haram, la justice doit passer. Si vous avez suivi le président du Cameroun dernièrement à la tribune des Nations Unies, il a déroulé ce cortège de morts, des villages qui sont brûlés, des enfants qui sont utilisés pour commettre ces forfaits. Et si vous vous souvenez même encore, ça a causé beaucoup de troubles au Cameroun avec le rapport d'Amnesty qui semblait un peu accuser le Cameroun de se comporter d'une manière inélégante envers le bourreau de son peuple. Et donc, de ce côté-là, si ça ne dépendait que de moi, cette justice-là doit passer. Ces gens-là doivent rendre compte de tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est quand même atroce. C'est quand même atroce. Vous ne pouvez pas vous lever comme ça un matin et vous commencez à tuer des gens au nom de je ne sais quel idéal. Et ça continue aujourd'hui que ce procès-là serve d'exemple. Bon, il y a aussi le fait que, selon certaines déclarations, que certaines personnes se retrouvent là-dedans parmi les assassins parce qu'ils ont été dénoncés d'une manière pas très bien. Mais bon, que voulez-vous? C'est comme ça. Aucune justice n'est parfaite. Alors, le pouvoir nigérian risque gros, en tout cas, sur cette affaire. Est-ce que la justice nigériane est en train, en quelque sorte, de jouer sa capacité à prendre à bras-le-corps le terrorisme? Jean-François. Oui, et je pense qu'aucun pays africain, à ce jour, n'a été confronté à ce défi-là, à cette hauteur-là. Donc le Nigeria, on ne peut pas jeter, avant que le procès ne se déroule, avant qu'on ne sache comment les choses se sont déroulées, on ne peut pas jeter l'opprobre sur le gouvernement nigérian. J'observe seulement que dans n'importe quel pays, y compris en Occident, lorsqu'on évoque des actes de terrorisme, vous avez un régime spécial. Dans le reportage, on nous a parlé notamment de détention dans des camps militaires. En France, aux États-Unis, quand il y a terrorisme, il y a un traitement militaire. C'est l'armée qui est mobilisée. Les personnes, lorsqu'elles sont retenues dans des lieux de détention qui sont des lieux de détention communs, ils sont dans des quartiers de haute sécurité. Parce qu'il y a quand même des questions de sécurité. Ces personnes ont été arrêtées, mais il faut quand même s'assurer que leur nocivité ne se poursuive pas. Donc ce n'est pas un élément à retenir, à mon avis, à la charge du Nigeria que d'avoir eu ce traitement-là, un traitement exceptionnel pour des actes que vous disiez tout à l'heure, exceptionnel, d'une exceptionnelle gravité, d'une exceptionnelle ignominie. Donc c'est un défi. Le Nigeria va le relever. On trouvera toujours des critiques à adresser au Nigeria à la suite de ce procès-là, mais je pense que je reviens toujours à ce que je disais tout à l'heure. Pour moi, c'est un signal positif en Afrique. Lorsqu'on commet des crimes de masse de ce genre, sa place est dans le box des accusés, puis lorsqu'on est convaincu d'avoir commis les crimes, en prison.
Raphaël Elono, est-ce qu'il en va de la présidence du président Mahamadou Bouhari sur cette question quel est aujourd'hui le terrorisme? Oui, sûrement. Bon, j'aurais appris que lui-même, c'était un militaire de formation. Donc, il en va de sa crédibilité. Et il faut qu'il aille jusqu'au bout, qu'il ait la main ferme sur ces assassins, sur ces tueurs d'enfants, de femmes, d'hommes, sur ces tueurs d'innocents. Et ça y va de sa crédibilité. Qu'il prouve qu'il peut faire face à de tels problèmes, qu'il aille jusqu'au bout et qu'il soit vraiment sévèrement condamné. Au moins, ça ne ramènera pas tous ces gens qui sont partis, mais les familles au moins seront quand même soulagées et ils se diront quand même qu'elles ont un allié de poids sur qui elles peuvent compter. Si je peux rajouter juste un mot, un procès, c'est quelque chose, c'est un monde entier. Il s'agit d'abord d'établir les responsabilités et les familles des victimes ont besoin de savoir la vérité, ce qui s'est passé. Et par ailleurs, entre le chef de Boko Haram, ses lieutenants et le petit gamin qui a été enrôlé, embrigadé de force, la responsabilité n'est pas la même. Et c'est le rôle du procès de faire cette déclinaison-là des responsabilités et de condamner lourdement ceux qui étaient les planificateurs, ceux qui donnaient les ordres, etc. Et peut-être aussi de libérer ou de relâcher des petits gamins qui se sont retrouvés embarqués dans une aventure qui les dépassait et qui n'étaient pas si responsables que cela. C'est ça aussi le procès pénal. Alors, 33 procès sont par ailleurs actuellement en cours, des procès avec le chef d'accusation de terrorisme. L'affaire la plus importante étant celle de Khalid El Bernaoui, leader du groupe, vous le savez, d'Ansarou, inculpé pour enlèvement et assassinat. Comment la justice avance sur cette affaire, Jean-François? Je n'ai pas suivi les derniers développements de ce procès, donc je ne sais pas comment la justice avance sur cette affaire. En tous les cas, elle semble avancer beaucoup moins vite. En tout cas, de prendre son temps, elle semble prendre plus de temps que les procès qui vont venir maintenant, qui sont surtout des procès pour marquer les esprits. Bon, je pense que là, la question même de sa responsabilité ne se pose pas. C'est juste une question de degré de responsabilité. Et on espère là aussi que ça ira jusqu'au bout et qu'il sera condamné. On attend le verdict. C'est surtout la question du verdict qui constitue l'inconnu. Raphaël Elono. Oui, et puis il faudra par la suite, comme Jean-François a dit, que les innocents, ceux qui ont été enrôlés là de force, qu'ils soient libérés et que l'État prenne le relais après, parce qu'il leur offre un cadre de vie qui fait en sorte qu'ils ne pourront plus céder au chant de telles sirènes. On a vu, par exemple, au Cameroun, du côté de... je ne me souviens plus, un jeune qui allait mettre du feu à un stade de football pour 20 000 francs CFA. Quand vous voyez quelqu'un aller simuler la mort pour 20 000 francs CFA, c'est qu'il y a un problème. C'est qu'il y a un problème. Nos jeunes doivent être encadrés. Je lisais un livre c'était un certain Béat qui a été un enfant soldat. Quand il raconte ce qu'ils vivent auprès de ces gens, c'est pas de la tarte du tout. Parce qu'eux-mêmes sont les premiers à souffrir. Parce qu'ils sont drogués de force, ils sont envoyés, on leur apprend à tuer la haine de l'autre. Et c'est l'État qui devrait maintenant prendre le relais dès qu'il a su établir les responsabilités, prendre ses enfants sous ses ailes et leur promettre un avenir décent. Est-ce que la tenue de ces procès, le fait aussi que depuis 2 ans, les insurgés de Boko Haram ont été chassés de la plupart des territoires emparés depuis 2014, est-ce que Boko Haram est pour autant en train de s'affaiblir, Jean-François? Pas nécessairement. Pas nécessairement. Du côté de Boko Haram, et il ne faut pas sous-estimer cet élément-là, ce procès doit être vécu comme une tribune. Et Boko Haram va tout faire pour transformer ce procès en tribune de propagande pour sa cause, en tout cas pour ses thèses, et il faut surtout empêcher ça. Il faut en être conscient pour le prévenir. Donc là, c'est un autre défi pour la justice nigérienne d'assurer. Voilà, c'est un autre défi pour la justice nigérienne, et je ne pense pas que ce soit par le procès qu'on peut vaincre, ou seulement par le procès qu'on peut vaincre Boko Haram. Le champ est vaste. Il y a l'aspect militaire, il y a l'aspect sécuritaire, mais il y a aussi l'aspect éducation, il y a l'aspect développement économique, parce
que les populations et les jeunes notamment qui sont délaissés vont répondre au chant des sirènes de Boko Haram, parce que ces chants de sirènes ne sont pas seulement de l'idéologie, il est accompagné de moyens financiers, de moyens économiques. Donc le procès est très bien, c'est un élément de la maille, disons de l'arsenal qu'on peut déployer pour pouvoir vaincre Boko Haram, mais on l'a dit plusieurs fois autour de ce plateau, ce n'est pas demain la veille que des organisations du type de Boko Haram seront vaincues si les sociétés africaines et les politiques africains ne se saisissent pas des vrais enjeux de développement, de sécurisation, etc. Alors, autre actualité, le gouvernement rwandais ouvre une ligne budgétaire officielle en direction des partis politiques et cela se traduit par une enveloppe de 23 500 $ pour ce qui est de l'année 2018. Quand le système de financement public s'ouvre aux partis politiques, c'est un reportage d'Olive Adjakotan. Le gouvernement rwandais envisage d'octroyer à chacun de 11 partis politiques du pays 23 500 $ pour l'année budgétaire 2017-2018 pour leurs différentes activités. Pour en bénéficier, les formations politiques devront en faire la demande auprès du Forum des partis politiques. Le Parti démocratique vert, seule formation d'opposition au Rwanda, salue ce geste mais trouve la dite somme modeste. C'est le signe qui semble d'une façon que je peux dire que ça facilite les partis politiques pour se développer, pour s'augmenter, pour donc accroître leurs projets. Mais jusqu'à maintenant, c'est peu parce que si on trouve les activités des partis politiques, ils sont nombreux. On peut même utiliser cette somme dans 3 mois ou 4 mois et c'est fini. La loi rwandaise n'autorise le financement extérieur des chapelles politiques qu'aux contributions et aides venant des Rwandais. Si jamais ce financement excède 1 200 $, ces formations doivent fournir une demande d'explication aux autorités compétentes. Une loi jugée contraignante par certains observateurs. Ces derniers proposent l'élaboration d'une politique économique pour une meilleure autonomisation financière. Le FPR fait le business. Peut-être ces membres-là d'autres partis pourront contribuer et commencer peut-être le business aussi pour faire l'argent. Comme ça, ils vont s'autofinancer. Le Front patriotique rwandais, parti au pouvoir, reste l'une des formations les plus puissantes financièrement dans le pays. En rappel, le Forum des partis politiques a reçu environ 160 000 $ durant l'année financière 2016-2017. Jean-François, le Front patriotique rwandais, le parti au pouvoir, a des moyens financiers très conséquents. Tout le monde le sait, des sommes de l'ordre des 160 000 $. Et finalement, 23 000 $ octroyés aux autres partis. Finalement, la situation ne va guère changer. Ces partis vont toujours souffrir du manque de moyens. Oui, la situation ne va pas changer fondamentalement parce que la balance reste toujours favorable aux partis au pouvoir, mais il faut quand même rapporter ça à l'expérience des pays africains. Il y a très peu de pays africains aujourd'hui dans lesquels il y a un financement public des partis politiques. Et donc c'est un élément qui est un élément plutôt positif de ce point de vue-là, même si on peut espérer que, en tout cas les partis peuvent espérer avoir un tout petit peu plus. C'est à la fois, moi, dans tous les pays, lorsqu'on parle de financement public des partis politiques, c'est à la fois un élément de libération de la démocratie et de la compétition démocratique, parce que ça permet, y compris à des tout petits partis, de pouvoir concourir, de pouvoir développer leurs thèses au cours d'une campagne. Et puis, il y a aussi un élément de contrainte. J'entendais dans le reportage qu'on reprochait à la loi d'être contraignante. Mais il faut se souvenir quand même que le financement public, c'est les impôts des citoyens qui vont aller financer les activités des partis. On ne peut pas leur donner seulement de l'argent comme ça, sans contrôle, sans leur demander des comptes. Et d'ailleurs, le système qui est mis en place au Rwanda est un système presque inédit parce qu'en règle générale, le financement public, il vient après dépenses faites.
par les partis politiques et après la preuve de ces dépenses qui sont faites. Or, aujourd'hui, on finance en amont, y compris des partis qui ont obtenu 0,0 combien de pourcents aux élections, ou 0,5% aux élections, qui reçoivent quand même ceci comme étant une manne. Mais il est normal qu'on contrôle, qu'on vérifie, et puis nous sommes en Afrique, hein. Nous sommes en Afrique. Déjà, les malversations sur les caisses de l'État existent. Il ne faudrait pas que ça puisse se dérouler jusque dans les partis politiques. Il faut vérifier l'usage qui est fait de cela. Pour moi, c'est normal. Bon, vous avez parlé de déséquilibre. Le déséquilibre reste. Et je pense que si le gouvernement, en tout cas le président rwandais, avait pensé que donner ces moyens-là aux partis politiques allait les mettre au niveau du parti au pouvoir, on ne l'aurait pas fait. Mais alors justement, est-ce que ce n'est pas finalement une mesure de façade? En même temps, voilà, le gouvernement laisse quand même des réformes, mais pas suffisamment non plus pour remettre en question son hégémonie. Raphaël Eleno. Déjà pour commencer, apparemment, avant, il leur octroyait 12 millions. Et ça a dû doubler pour arriver à 23 millions. Bon, c'est déjà un sacré coup de pub pour le président en place. Et comme disait Jean-François, s'il avait su que cet argent pourra le mettre au même pied d'égalité avec ses adversaires, ils ne sont pas des ennemis, hein, c'est des adversaires politiques qui se battent sur le terrain des idées, sûrement il ne l'aurait pas fait. Et ça peut aussi attiser d'autres appétits. On a vu dans d'autres pays, quand ils savent qu'il y a de l'argent qui est donné comme ça, on crée des partis politiques fictifs. Exactement. Et ces partis-là deviennent des satellites du parti au pouvoir. Une fois les sous encaissés, allez, ils taillent dans la forêt, on ne les revoit plus jamais. Et c'est comme ça. Donc, pour moi, bon, c'est une bonne chose, mais politiquement, que cache ça? Moi, je me demande, ça cache quoi? C'est ça la question. Et en plus, oui, Jean-François. Oui, lors des dernières élections, il ne faut quand même pas se cacher derrière la forêt, enfin derrière le buisson, je dirais. Parce que lors des dernières élections, les partis, les 11 partis dont on est en train de parler, la plupart font partie de la majorité présidentielle. Absolument. Donc, il n'y a qu'un seul parti d'opposition. Voilà, un seul parti d'opposition. Donc, en finançant les 10 partis, on finance le parti qui est on s'autofinance. On s'autofinance. Donc, il y a cet élément-là aussi qui a dû jouer en faveur de la solution qui a été retenue et de la décision qui a été prise. Mais bon. Et par ailleurs, Jean-François, cette mesure arrive quand même après cette présidentielle du 4 août, où on l'a vu, Franck Habineza et Philippe Mpayimana, les seuls candidats de l'opposition, reprochaient justement au parti au pouvoir d'avoir des moyens financiers très conséquents, mais pas eux. Donc. Oui, c'est un fait et ça va se répéter lors des élections qui vont venir. Mais il faut aussi se dire que le levier financier, c'est un des leviers. C'est seulement un des leviers. Le parti au pouvoir dispose d'autres moyens de caporalisation, dispose d'autres moyens pour contrôler les listes électorales. Et nous sommes en Afrique, on parle beaucoup de listes électorales. Et c'est toujours par là que commence, je ne dirais pas le gros mot de fraude, mais c'est toujours par là que commencent les causes de contestation, si on peut dire. Mais là, en l'occurrence, évidemment, le parti au pouvoir, il bénéficie d'une part de l'apport de ses propres partisans, puisqu'il y a aussi cette dimension-là qu'on n'évoque pas ici, mais il bénéficie aussi des subsides qui ont été accumulés depuis fort longtemps. Et il restera sans doute pour peut-être même une décennie encore le parti le plus puissant, y compris quand le président aura disparu. Enfin, je ne lui souhaite pas. Hein. Alors, ceux qui disposent de plus de moyens financiers sont souvent ceux qui l'emportent pendant les élections. Alors, ma question est, est-ce que la démocratie a un coût? Bien sûr que la démocratie a un coût en Afrique. J'évoquais José Révé en parlant tout à l'heure d'un débat d'idées. Je crois que chez nous, ce ne sont pas les idées qui l'emportent. Hein. C'est plutôt, comme on dit, un estomac vide, c'est le terrain favori du démon. Et les partis au pouvoir exploitent toujours ce terrain favori de l'estomac en donnant des sacs de riz. Moi, je me rappelle une élection pour un pays que je ne voudrais pas citer parce qu'il m'est très cher, où il m'avait été rapporté que des gens avaient 4 à 5 pièces d'identité et dans un quartier différent où ils allaient voter, ils s'appelaient Ondoa Parsi, et quand il arrivait là-bas, c'était Oyono, et quand il arrivait de l'autre côté, c'était Mbida, et à chaque fois, on leur donnait 1 kilo de riz, 1 kilo de viande, 1 kilo de poisson. Et vous imaginez, quand celui-là arrive, peut-être il a fait 3 mois, bon, il ne travaille pas, il est au chômage, et quand il arrive chez lui, le sac plein,
Mais croyez-moi qu'il va aller vers le parti au pouvoir. Et quand bien même vous avez du travail, on vous dit que c'est parce que le président du parti au pouvoir est généreux. C'est pour cela que vous travaillez. Ce n'est plus parce que vous êtes compétent. Donc en Afrique, la démocratie, dans certains pays, ça commence déjà à venir. Et on l'a vu avec ces élections qui ont été retoquées au Kenya. C'est vraiment à féliciter, mais dans beaucoup d'autres, on a encore du chemin. Jean-François, l'argent fait l'élection? L'argent fait l'élection, plus encore en Afrique qu'ailleurs, et bon, ce n'est pas discutable. Nous avons, je crois que c'est aussi fonction du degré de pauvreté de la société. Nos populations, c'est d'abord la première cause, nos populations ont besoin de manger. Ils ont besoin de se soigner, et donc l'argent qui arrive, les campagnes électorales sont attendues par les populations des villages, des villes. Et on évoquait tout à l'heure des sacs de riz, mais aujourd'hui, c'est des billets de banque. Dans un autre pays que je ne citerai pas, qui m'est cher, on a vu des billets de banque circuler. Et tous les candidats, enfin tous les plutôt citoyens savent que c'est une période faste. Il va y avoir pendant une semaine le défilé de 5-6 candidats qui vont distribuer de l'argent, à qui on va faire croire qu'on va voter pour eux. Et puis finalement, on a ramassé sur les 10. Et puis, donc, on a les dépenses habituelles qui sont liées à la campagne électorale et qu'on trouve ailleurs, qui sont, la démocratie coûte, à un coût. Mais il y a aussi ce coût-là qu'il faut prendre en compte et qui tient compte aussi du fait que dans nos pays, quelles que soient les élections d'ailleurs, pas seulement les élections présidentielles, par exemple les élections législatives, le candidat député qui va venir, il va dire « Votez pour moi, je vais vous construire un pont ici. Votez pour moi, je vais vous aider à construire un hôpital. » Et puis, quand il est député, il y a la place mortuaire, il faut qu'il amène une enveloppe, etc. Et ça produit quelque chose qui est inédit en Afrique, en tout cas dont on ne parle pas souvent. C'est qu'il y a un investissement, c'est comme un investissement dont on attend un retour sur investissement et ça crée de la prédation. Quand on arrive à la tête de l'État, on dit « Bon, moi j'ai dépensé, hein. Maintenant, je peux encaisser. » Et on a ce genre de phénomène qui rentre dans les esprits, qui finit par créer ce qu'on appelle la mauvaise gouvernance. Mais en tout cas, pour répondre à votre question, la démocratie, ça coûte de l'argent. Malheureusement, en Afrique, ça coûte beaucoup trop d'argent et ça continuera à en coûter. Et peut-être un dernier mot pour nuancer un petit peu les choses. Hein. Ça reste néanmoins une mesure, hein, le fait de donner à ces formations la possibilité de diversifier finalement leurs sources de financement en dehors des simples dotations publiques. Ça reste quand même un grand pas pour ce qui est de la démocratie. Oui, j'avais commencé par dire cela, par dire que c'était une bonne nouvelle pour la démocratie. Et vous faites bien de signaler cet élément-là. Le financement public des partis politiques, c'est aussi un élément pour pouvoir réduire le poids de ceux qui ont les moyens financiers, et notamment du grand capital, comme on disait dans le grand temps, pour éviter que ceux qui ont les moyens financiers puissent faire le pouvoir, puisse faire le président, lequel doit leur renvoyer l'ascenseur. Et je pense que c'est un moyen aussi de permettre cela, et donc de permettre que la voix des petites gens puisse compter. Et de ce point de vue-là, le fait que ce soit un signal positif, je n'y reviens pas. Je pense que d'autres pays feraient bien de commencer à y réfléchir. Je ne suis pas sûr que la voie qui a été choisie, qui est celle d'un financement a priori, soit la bonne. Peut-être envisager un préfinancement, mais aussi un financement en fonction des résultats et du poids du parti politique. Ça éviterait qu'on ait des aventuriers qui décident tout d'un coup, parce qu'il y a une manne financière, de venir nous créer des partis politiques de poche qui sont composés seulement des membres de leur famille. Voilà. On va marquer une courte pause. On se retrouve dans quelques instants pour la suite de l'Africa Newsroom.